Deload, taper, picking. Tu es sûrement perdu dans ces termes. Tu en as peut-être jamais ou rarement fait et tu entends souvent des pratiquants en parler. Ne t'en fais pas! À la fin de cette vidéo, tu connaîtras toutes les formes du deload, son utilité et comment l'utiliser dans ta programmation de streetlifting. La différence entre le deload et le taper ou picking est que le deload est une réduction planifiée de l'intensité, du volume et de la fréquence d'entraînement après une période ou un bloc d'entraînement intense. Et le taper est exactement la même chose, donc une réduction stratégique de ces mêmes variables de l'entraînement, mais la différence est que cela concerne les semaines précédant une compétition ou une échéance. Donc par exemple un mock meet, là où on va tester ses max. Mais pourquoi on fait des deloads? Parce que si par malheur, lors de ton bloc d'entraînement, la surcharge imposée sur une nouvelle semaine excède tes capacités physiques, la détérioration de ton organisme sera plus grande que celle qui était visée. La fatigue s'accentuera et perdurera plus longtemps que prévu, alors que ta capacité à performer ne se rétablira que lentement. En conséquence, ta performance ne progressera peu, pas ou même régressera. Donc, tu n'atteindras pas le niveau maximal de performance dont tu avais le potentiel. Dans ce cas extrême, où la surcharge a été beaucoup trop importante, les dommages infligés à ton organisme seront soit irréversibles, soit réversibles qu'avec une longue période de récupération. Un état de méforme chronique s'installera donc. Tu seras fatigué souvent, irritable, sensible aux infections, toléreras mal les entraînements et les performances se détérioreront. Si tu te reconnais dans ce cas, force à toi mon ami, car tu es dans ce que l'on appelle le surentraînement. Cela peut compromettre toute ta saison tellement il est difficile d'en sortir et que le temps que tu mets à en sortir aurait pu être du temps à construire ta performance. C'est pourquoi je veux que tu utilises le deload pour éviter au maximum cette situation. En fait, il est nécessaire lorsque tu t'entraînes d'inclure des semaines de récupération car ta période d'entraînement induit entre autres une accumulation de fatigue et une baisse de ton potentiel énergétique. Cela indique qu'il est nécessaire de prévoir à l'issue de plusieurs semaines, en général 4 à 6, un deload pour permettre une bonne récupération nerveuse et psychologique, ainsi qu'une reconstitution de tes réserves énergétiques. En effet, l'alternance de l'exercice et de la récupération se base sur le principe de surcharge. En gros, ta performance est le résultat d'une adaptation, qui elle-même est due à une période de surcharge, donc le bloc d'entraînement, suivi d'une période de récupération, donc le deload. C'est pour exactement la même raison que l'on a des jours de repos entre nos séances au sein des semaines d'entraînement. Donc ta performance P peut être considérée comme la différence entre deux composantes, ta capacité à performer et ta fatigue. Donc la performance égale la capacité moins la fatigue. Sur des échelles arbitraires, si ta capacité à performer est de 8 et que ta fatigue est de par exemple 4, alors ta performance sera de 4. Elle peut baisser, augmenter en fonction de ta capacité et de ta fatigue. Donc, ta récupération est indispensable au développement des systèmes physiologiques visés par ton entraînement. L'objectif est donc que tu reviennes de ta période de récupération dans un meilleur état que celle avant d'effectuer la surcharge. Cela peut se faire si ta surcharge n'a pas excédé les capacités de ton organisme et donc créé des dommages irréversibles et ta période de récupération est suffisamment longue et bien conçue. Cette augmentation de ton potentiel est obtenue lorsque les réparations excèdent les dommages subis. Par exemple, les fibres de collagène qui constituent ton tissu conjonctif qui avait été lésé sont maintenant devenues plus solides. Comme ta fatigue a diminué, le résultat est que ton corps est maintenant mieux préparé pour faire face à une nouvelle surcharge, une compétition ou un nouveau bloc d'entraînement. La différence en faveur de ta capacité par rapport à ta fatigue est donc plus grande qu'auparavant. Cet état de grâce s'appelle la surcompensation. Mais il faut reconnaître que les frontières qui séparent la surcompensation et le surentraînement sont très ténues. Et que sans contrôle permanent de tes réactions aux différentes charges d'entraînement, toi ou ton coach avancez un peu au hasard. Ce qui n'est pas la meilleure solution lorsque l'on veut être performant sans nuire à sa santé. Donc, pour savoir exactement quand effectuer un deload, tu dois comprendre que l'on a tous une capacité de base lors d'un cycle d'entraînement. Ainsi, ton rôle ou celui de ton coach est de connaître cette capacité et de déterminer ton niveau de fatigue afin de savoir exactement quand placer le deload. Mais le problème est que suite à une même surcharge, les variations de ta fatigue et de ta capacité peuvent être totalement différentes entre toi et un autre pratiquant et d'un moment à un autre lors de ton bloc d'entraînement. De plus, ces variations sont aussi dues à de nombreux autres facteurs extérieurs à l'entraînement qui peuvent affecter ton état physique et psychologique, comme le manque de sommeil, problèmes de santé, vie affective, etc. Enfin, l'alternance de ta capacité et de ta fatigue sont aussi variables selon les qualités physiques, psychomotrices et physiologiques qui t'amènent à une performance. Donc, afin de réduire la sphère de l'incertitude, du subjectif et de l'aléatoire, il convient que tu fasses un contrôle de tes réactions à l'entraînement et un suivi réalisé à des périodes régulières. Concrètement, tu vas devoir surveiller ta charge externe, comme le poids utilisé sur une série, qui est assez facile à contrôler en fonction donc de ta charge interne, physiologique et psychologique,
qui est là beaucoup plus délicate. Pour cela, moi je te conseille de noter en gros tes ressentis musculaires et nerveux sur tes séances, en prenant toujours en compte le contexte, donc un mauvais sommeil, un bon sommeil, caféine ou pas, etc. Tu dois vraiment pas voir l'entraînement comme quelque chose d'isolé, c'est vraiment dans son ensemble, dans ta journée, dans ta semaine, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer ton entraînement. Et si tu sais que la semaine d'après, toutes tes séances vont être réalisées dans un meilleur contexte, que ce soit un meilleur sommeil, une meilleure salle, un meilleur matériel, etc., alors note-le et prends-le en compte pour pouvoir adapter. Grâce à toutes ces évaluations, tu pourras adapter aux besoins ta programmation ou celle de ton athlète afin de placer exactement au bon moment ta semaine de deload. Maintenant que tu sais pourquoi on fait des deloads et quand il faut les placer dans ta programmation, je vais t'expliquer comment concrètement les réaliser. Déjà, tu dois savoir que ton deload va totalement dépendre de l'intensité et de la durée de ton précédent bloc et à venir, et donc de ta fatigue, mais aussi du contexte, donc post-compétition, transition de bloc ou pré-compétition. Je vais t'expliquer 3 manières d'effectuer un deload que j'utilise avec les athlètes que j'entraîne. On a en premier lieu le deload à partir du précédent bloc. Donc là, on va plus ou moins garder les mêmes formats, les mêmes jours, mais on va du coup réduire l'intensité, le volume et la fréquence. En général, ce type de deload se fait avant une compétition ou une échéance, donc on l'appellerait taper, mais là c'est pour simplifier. Et si vous faites ça dans le cas d'une préparation à une compétition, c'est intéressant de prévoir dans le bloc les mêmes jours du deload, c'est-à-dire que si vous avez le squat le mercredi, eh bien ça sera bénéfique après pour votre compétition d'avoir 2 jours de repos entre le squat du mercredi et la compétition, par exemple le samedi. Ensuite, on a le deload en lien avec le prochain bloc. Donc là, pareil, on va avoir moins de volume, d'intensité et de fréquence. On peut aussi avoir des situations plus simples, donc par exemple du poids de corps au lieu d'avoir du lesté, mais sur le même jour que la semaine d'après, qui sera la semaine 1 du bloc. Ce genre de deload se fait généralement en post-compétition ou échéance, ou en transition de bloc. Enfin, on a ce que j'appelle la stratégie de la semaine 0, donc ça va tout simplement être le même bloc, avec la même fréquence, idéalement les mêmes jours, même format, mais en général un peu plus facile que ce qui est prévu sur la semaine 1, donc si on a un 4x4 en semaine 1, on va peut-être faire un 2x4, après ça dépend de comment vous gérez vos formats. En fait, l'idée et l'avantage, c'est que c'est comme une première semaine du bloc, mais en très très facile, donc pour pouvoir récupérer, tout en ayant le même rythme, les mêmes exos, les mêmes séances, et pour commencer du coup à s'habituer à ce rythme du prochain bloc qu'on va avoir. Donc c'est bien utilisé en post-compétition ou échéance et en transition de bloc. Voici maintenant les principes à respecter lors d'une semaine de récupération. Donc on peut faire plus ou moins qu'une semaine, mais je vais faire 7 jours pour que ça soit assez général. À J-7, on va réduire progressivement l'intensité et ou le volume, puis la durée des séances, maintenir le travail technique et spécifique, commencer à réduire la fréquence des séances au bénéfice de la récupération, s'imposer de se coucher à des heures fixes et dormir suffisamment. J-2 à 4, ça va être le dernier entraînement léger, donc de la vitesse, de la technique, du spécifique, ou pas d'entraînement du tout. Ça dépend de comment vous récupérez sur certains mouvements. Et vous allez aussi aménager des siestes en cas de manque de sommeil la nuit si vous préparez une compétition. Même pas en fait, juste si vous commencez un prochain bloc pour optimiser votre récupération et que vous n'avez pas assez dormi, eh bien, mettez des siestes. Et au moins à J-1 du coup de cette compétition ou du prochain bloc, arrêtez de s'entraîner et se changer les idées par des activités non sportives, par exemple le sauna. Ça, c'est surtout bien pour une compétition parce que ça peut aussi réduire le stress. On va éviter de penser trop à la compétition au jour J. Pour finir cette vidéo, je vais donner quelques erreurs à éviter lors de ton deload. Augmenter la charge d'entraînement à partir de J-7 en vue de compenser le manque de préparation lorsque tu as une compétition ou une échéance. Numéro 2, changer ses habitudes alimentaires le jour de l'épreuve si tu as une compétition ou une échéance encore une fois. Donc en gros là ce que je veux dire c'est éviter de prendre des choses que tu n'as pas l'habitude de prendre. Donc si tu n'as pas l'habitude de prendre de la caféine, oui ça peut être bénéfique mais en forte dose ça peut te faire un effet très très chelou. Et si tu as l'habitude de t'entraîner à jeun, eh bien fais ta compétition à jeun, en tout cas le début de ta compétition. Et inversement, si tu as l'habitude de manger avant, eh bien mange. Ensuite, se priver de façon excessive de nourriture ou d'eau dans le cas d'une perte de poids. Donc après, si c'est maîtrisé, si c'est contrôlé, il n'y a pas de souci. Profiter du retour de forme pour être gourmand à l'entraînement et faire du hard prog. Et se coucher plus tard quand on se sent plus reposé. Voilà, c'est tout pour ce guide complet sur comment gérer son deload. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. C'était Tesco. Ciao.